J'ai finalement trouvé des légendes au cours de mes quelques après-midi de collectage. Ma première journée a pourtant été assez décevante. Samedi 19 mars 2022. J'installe un stand au bord de la voie verte. Le lieu est choisi. C'est un endroit de passage, mais c'est à côté du parking du pont du Coudray. Je compte sur le fait que les promeneurs commencent ou terminent leur balade pour qu'ils prennent le temps de me parler. Je me rends rapidement compte de plusieurs choses. 1. Les personnes qui sont sur la voie verte ne sont pas là pour me parler, mais plutôt pour faire leur sport. 2. Elles ne connaissent pas d'histoire. 3. Je leur fais peur. Bon, il était temps de changer d'approche. Je range mon stand et je vais directement à la rencontre des promeneurs. La collecte n'est pas plus convaincante, mais en m'aventurant plus loin le long de la voie verte, je rencontre le club de randonnée, qui, s'ils n'ont pas d'histoire pour moi, me font prendre conscience de 2 choses. D'abord, qu'aller directement à la rencontre des gens brise la barrière de la méfiance. Et ensuite, que ce n'est pas sur la voie verte que je vais trouver les personnes qui connaissent des légendes. Je change de stratégie pour le lendemain. Je vais chercher des chemins où seuls les gens du coin vont. Chapitre 3. Les gobelins, la pierre qui tourne et la source qui guérit les yeux. Dimanche 20 mars 2022. Je prends le chemin inverse à la route qui mène à la voie verte, celui qui passe par le Val de Mai. Après une portion sur la route, c'est un chemin boueux et cabossé qui longe l'Orne, difficile d'accès en vélo, mais une promenade de choix pour les habitants de Laize-la-Ville, Mai-sur-Orne, le Val de Mai et Percouville. La technique est d'aborder toutes les personnes qui croisent ma route. Cible privilégiée, personne ou groupe de personnes. Âge, grands-parents. Apparence pas pressée et gentille, de préférence un peu bavard. Cet après-midi-là, je n'ai le temps de parler qu'à 4 groupes de personnes. Mais je collecte une légende, une piste de sorcellerie et la mémoire de la mine de Mai, ainsi que quelques traditions. Bon, alors c'est une pierre tournante où elle est sur la commune de Fresnay-le-Puceux. Ouais. Une grosse pierre, et le soir de Noël, soi-disant qu'il y aurait des lutins Les lutins qui dansent. qui dansent autour. Après voilà, ça reste une légende, hein. J'ai pas été constatée. Il s'est allé dans un herbage, mais presque à l'orée de la forêt. Hein. Ouais, C'était déjà mes grands-parents étaient d'origine de Fresnay-le-Puceux, donc j'ai toujours connu cette histoire-là. Rogelin en bas, la carrière se trouve là juste Par là-bas. derrière. Ouais, par là. Ouais. Il faut passer devant, par la carrière. Ouais, puis, ouais. Après, le village de Fresnay, vous redescendez faudrait redescendre au hameau, le petit hameau qui s'appelle le hameau de la Levrette. Ouais. Et là, vous avez un petit chemin qui s'appelle le Poirier. Ouais, ça remonte, Et là, vous prenez ce petit forêt. chemin-là tout droit, ça monte directement à la forêt. Et c'est un herbage qui se trouve sur la gauche, à 30 mètres de l'entrée de la forêt. D'accord. Et donc c'est une grosse pierre. Ah oui, c'est une grosse pierre. Et on peut pas la rater. Une grosse pierre comme ça, un peu en long, comme ça. Ouais, ça fait quoi 3 mètres de long, oui, quoi. mais C'est une pas pierre des- comme ça. Ouais, c'est une pierre en schiste, quoi. Oui, voilà. C'est- Ouais. c'est On une la pierre voit qui quand ressort, on, c'est oui, tout, oui. Quand on passe long, qu'on regarde dans l'herbage, on la voit. Hein. Ouais. C'était ma première légende. Cette pierre tournante est apparemment connue, puisqu'elle est classée monument historique et qu'on la retrouve donc marquée sur les cartes. En faisant quelques recherches, je découvre qu'elle a même sa page Wikipédia. C'était donc possible. En allant rencontrer les habitants, en leur posant des questions et en écoutant ce qu'ils avaient à me dire, il me restait des histoires à découvrir. Je pensais à toutes ces personnes que j'avais laissées filer et qui avaient sans doute d'autres pièces du puzzle. Mes rencontres avec les collecteurs de la Loure et les conteuses m'ont apporté la méthode du collectage qui me manquait pour améliorer mes recherches. Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022. Mon premier week-end de collectage méthodique. J'ai un carnet d'adresses avec mes premières pistes, le matériel du collecteur, à savoir enregistreur, appareil photo, carnet de notes et surtout une bonne connaissance du terrain. De façon assez logique, mes contacts sont clinchants, parce que c'est mon village, que j'ai été à l'école là-bas et que tout le monde me connaît. La technique est simple. On a une adresse ou une approximation d'adresse et on va frapper chez les gens. Le réseau se resserre. Patricia m'a dit d'aller demander à Yves-Marie. Il m'a aussi donné les noms que Christiane Yves-Marie m'a donné le numéro de téléphone d'une vieille dame. Catherine qui avait des documents. D'ailleurs, René aussi m'a dit d'aller la voir. De 3 autres personnes. Finalement, les mêmes noms reviennent. C'est comme aller à la chasse au trésor, de contact en contact. Certaines pistes ne donnent rien,
d'autres sont surprenantes. Je collecte de nouvelles légendes. D'abord, M. Steinmetz me raconte des histoires de son grand-père qui était conteur. Prenez garde aux gobelins qui rôdent la nuit à Mont-les-Quemins, qui rôdent la nuit le long des chemins. Et les chemins, c'est des cavés, n'est-ce pas? Les cavés, c'est des chemins creux. Ce que je vous ai dit de mon grand-père. Oui. Bon, il raconte autour de la veillée, ça c'est sûr. Et il parle des gobelins. Pour faire peur aux enfants, il dit « Attention, il y a Trescott qui te guette ». Bon, Trescott, ça veut dire un grand géant. Un géant. On a 12 côtes d'habitude, il appelle Trescott. C'était une expression. Et ce qui détermine le fantastique, c'est quand il arrive un élément dans la vie quotidienne qui crée une rupture. On ne comprend pas. C'est toujours ça. Alors, il peut y avoir des solutions après coup, mais enfin, on ne comprend pas. Et l'effet, très souvent, est la peur. La crainte, la peur. Ensuite, c'est Madame Wenreich qui me parle d'une source qui guérit les maladies des yeux, la source de Saint-Quirin, qui serait à Clinchamp. Elle me montre aussi toute une collection de cartes postales de l'ancien Clinchamp, et notamment des processions, où les rues sont entièrement décorées de guirlandes de fleurs. Je suis admirative de tout ce travail, et de la portée scénographique de ces fêtes. Donc la source qui avait des effets bénéfiques sur les maladies des yeux, en fait. Les gens venaient, prenaient de l'eau, c'était un peu comme à Lourdes, en fait. On venait chercher leur petite fiole d'eau. D'ailleurs, ça doit être expliqué là-dessus. Paroisse de Clinchamp, et le second patron de la paroisse de Clinchamp. Oui, parce que ce sont les anges gardiens, et après c'est Saint-Quirin, le deuxième patron. Nombreux lieux de pèlerinage. Oui, donc c'est ça, effectivement. La fontaine de la commune. Alors, le bois, la mare et la fontaine de la commune portent son nom. En fait, c'est la bénédiction. Quand ils mettaient une statue en place, il y avait une bénédiction et il y avait des processions partout. À l'Assomption, 15 août, ils faisaient des processions qui partaient de la statue de la Vierge de Mutrécy et ils allaient jusqu'à l'église. Ça fait quand même un petit bout, l'église de Mutrécy. D'accord. Et il passait par la chapelle... Et voilà, il se donnait rendez-vous à la chapelle qui est au bout du chemin du Petit Bois. Et il partait de là, il partait en procession jusqu'à l'église de Mutrécy. Mardi 3 mai, je rencontre Marie Lemoine, la conteuse qui nous a raconté l'histoire de la fée, dans l'épisode 1. Elle me parle de certains motifs qui reviennent dans les contes normands, de certaines entités aussi. Il y a des varous, des fées, des gobelins, des dames blanches. Elle me parle aussi de la façon dont se créent ces légendes. Elles émergent d'une grande connaissance du terrain, des ombres dans la nuit, et des besoins d'effrayer et de se raconter des histoires. On parle beaucoup des fées. Il y a les fées d'Amby aussi. Une qui a construit l'abbaye, une qui a construit le château, et une qui a cherché à construire le puits, mais ça s'est jamais fait parce que les gobelins, en creusant, ils sont tombés sur l'enfer. Non, c'était abandonné. Mais moi, j'ai collecté une dame qui vivait depuis très 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 longtemps à l'abbaye d'Amby, et qui me disait: mais avec ma fille, une fois, on a bien failli tomber, il y avait un puits. Donc, la légende rejoint la réalité. Et c'est pas rare que la légende rejoigne la réalité. Dans la campagne, d'ailleurs, tout ce qui est du légendaire, des histoires, ça s'est beaucoup perdu, comme ici dans la plaine de Caen. À partir du moment où on a rasé les haies, c'est comme si on avait rasé aussi l'oralité, les souvenirs, le légendaire, la mémoire. Là où il y a encore des haies, là où on reste dans le bocage, tu as des choses qui sont plus restées. Alors c'est aussi parce que le paysage fait que tu as des brumes, tu as des silhouettes, tu as des trucs, donc c'est propre à imaginer des choses, bien sûr. Pour moi, c'est important de connaître l'histoire de son village parce que ça fait qu'on a un attachement à ce village et que du coup, on va avoir envie de le protéger. Les noms des rues, c'était pas anodin, c'était en lien avec les lieux. Ou les métiers, tu vois. J'avais fait un travail pour le musée de la Roche-Douêtre, où il y avait un type qui était plus scientifique, qui racontait l'histoire vraie des plus anciennes montagnes de France, parce que ce sont les plus anciennes montagnes de France. Et moi, en parallèle, je m'appuyais sur le légendaire. Eh bien, par exemple, c'est là qu'il y a des rochers qui sont vraiment fendus, que les cours d'eau ont fendu, qu'il y a eu des grosses pluies pour creuser le sol et creuser des cours d'eau. Et ce n'est que là qu'on entend parler de ces sorcières qu'on appelle les tempestaires.
Et les tempestaires, ce sont des sorcières qui lèvent les orages. Tu vois, elles lèvent les orages, et en fait, elles sont en tête des nuages. Et donc, là où elles le choisissent, et sur un espace bien délimité, elles font tomber l'orage. Et on dit que si on parvient à les atteindre avec une balle bénite, évidemment, c'est toujours la religion qui rentre là-dedans, si on parvient à les atteindre avec une balle bénite, bah, elles tombent. Et on les retrouve sur le sol, les poches remplies de glaçons. Mais il n'y a que ici, à la Roche-d'Oued, qu'on parle des tempestaires. Et ça correspond à l'histoire géographique du lieu, si tu veux. Une énorme orage qui tombe, c'est... Donc voilà, le légendaire rejoint la réalité. Je crois les adultes ont aussi besoin d'avoir des choses qui leur permettent de faire peur aux enfants pour les protéger, en fait. Comme on parlait du bonhomme dans la campagne, par ici, mais un petit peu partout en France, si tu veux, il y avait toujours des mares dans les cours de ferme. La mare, elle était profonde, quoi, puis pleine de gadous, c'était dangereux. Il y avait plein d'enfants, on ne les surveillait pas, et donc on leur disait de ne pas s'approcher de la mare, ni du puits, parce qu'il y avait le bonhomme tire-pied. Et le bonhomme tire-pied, donc, qui t'attrapait et qui t'emmenait. Donc les adultes avaient besoin aussi, pour la sécurité, d'inventer des choses qui fassent peur aux enfants. Alors aujourd'hui, comme on a beaucoup de littérature, on s'appuie sur des choses qu'on a lues, des livres qu'on lit aux enfants, même déjà les premiers livres qu'on lit aux enfants, il y a toujours la même peur du loup, la peur du noir, ça reste tout le temps, quoi. À la fin de ces jours de collecte, j'ai obtenu une matière assez variée, des légendes, mais aussi des usages, et du lien avec les habitants du village où j'ai grandi. J'ai l'impression de connaître un peu mieux le monde qui m'entoure. Comme une chasse au trésor à ce qui paraît être oublié, j'ai arpenté les rues et frappé aux portes, rencontré les personnalités du village et appris un peu plus comment on vivait ici. Surtout, j'ai découvert que ce que je croyais perdu est encore conservé dans des photos et de bouche à oreille. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Comment on valorise aujourd'hui les savoirs d'avant ? Comment on les rend intéressants ? Du point de vue du patrimoine d'abord, mais aussi parce qu'ils peuvent toujours avoir un intérêt aujourd'hui. J'avais quelques exemples de ce qui se fait, au travers des travaux menés par la Lour, au travers des spectacles des conteuses aussi. Je repensais à ma première motivation, qui était de trouver des histoires qui se racontent et qui sont liées à des lieux précis, et de les transmettre aux habitants des environs. Il me restait maintenant à en faire quelque chose. Les Goublins, la pierre qui tourne et la source qui guérit les yeux, réalisé par Capucine Gauthier. Ce podcast était le dernier d'une série en 3 épisodes.